Grand 2. L'appropriation matérielle de l'individualité corporelle. Grand A. Appropriation de l'individualité physique et force de travail dans le sexage. Nous sommes, comme n'importe quel autre groupe dominé, porteuses de force de travail. Cependant, le fait d'être porteur de force de travail n'est pas en soi l'appropriation matérielle. L'existence d'un prolétariat avec le développement industriel a brisé le lien syncrétique entre appropriation et force de travail tel qu'il existait dans les sociétés esclavagistes ou féodales, disons dans une société foncière agricole. Aujourd'hui, cette non-équivalence, cette distinction, est exprimée dans la vente de la force de travail, vente qui introduit une mesure de cette force de travail plus nette encore que ne l'avait été la limitation du temps d'utilisation de cette force dans le servage. La vente de la force de travail est une forme particulière de son usage. Elle est une évaluation, et monétaire et temporelle, de cette force de travail, même si tendanciellement cette évaluation se confond avec son usage maximum. Le vendeur en vend tant d'heures et ces heures lui seront payées tant sous une forme monétaire ou autre. En tout cas, il y a toujours évaluation. Quel que soit l'emploi de cette force, quelles que soient les tâches effectuées, la vente comporte deux éléments de mesure, le temps et la rémunération. Même si le prix est fixé par l'acheteur, comme c'est le cas dans le système industriel et dans tous les rapports de domination où intervient l'échange monétaire, même si cette vente se révèle difficile, comme c'est le cas en période de chômage, le vendeur dispose, en tant qu'individu matériel, de sa propre force de travail. Il n'est pas question ici de conclure si ça lui fait une belle jambe ou pas, et distingue ainsi son individualité de l'usage de cette individualité. Au contraire des autres groupes dominés porteurs de force de travail, nous, femmes, sommes dans le rapport de sexe non vendeurs de cette force et notre appropriation se manifeste justement dans ce fait. Nous sommes distincts des opprimés qui peuvent contracter à partir de la disposition de leur force de travail, c'est-à-dire l'échanger ou la vendre. Il est très subjectif, pratiquement et tactiquement, d'évaluer en monnaie le travail domestique accompli dans le cadre du mariage, et cela a été fait. Mais on peut se demander si cela ne contribue pas à cacher le fait que ce travail a pour trait spécifique de n'être pas payé. Il serait d'ailleurs plus juste de dire que sa particularité est d'être non payé. S'il est non payé, c'est parce qu'il n'est pas payable. Il n'est pas monnayable ou pas mesurable, la mesure et la monnaie étant dédoublées. C'est donc qu'il est acquis d'une autre manière, et cette autre manière implique qu'il l'est globalement, une fois pour toutes, et qu'il n'a plus à passer par des évaluations monétaires, horaires ou à la tâche, évaluations qui accompagnent en général la cession de la force de travail. Et ces évaluations, justement, n'interviennent pas dans ce cas. Les évaluations, lorsqu'elles interviennent dans un rapport, instaurent une relation de type contractuel, tant de X contre tant de Z, tant d'heures contre tant de monnaie, etc. Tous les rapports sociaux ne sont pas traduisibles en termes contractuels, et le contrat est l'expression d'un rapport spécifique. Sa présence ou son absence, qui concerne au premier chef la relation collective de sexage, sont le signe d'un rapport déterminé. On ne peut le considérer comme l'aménagement secondaire de rapports qui seraient tous indifféremment traduisibles en termes contractuels. Par exemple, le salariat est dans l'univers du contrat. L'esclavage est hors de l'univers du contrat. Le rapport sexué généralisé n'est pas traduit et n'est pas traduisible en termes de contrat, ce qui est idéologiquement interprété comme un rapport garanti hors de l'univers contractuel et fondé dans la nature.
Ceci est habituellement voilé sous le fait que la forme individualisée du rapport est, elle, considérée comme un contrat, le mariage. Cette forme individualisée contribue par son apparence banale de contractualité à cacher le rapport réel qui existe entre les classes de sexe autant qu'à le révéler. Ceci pour la raison que l'univers du contrat entérine et suppose, avant toute autre chose, la qualité de propriétaire chez les contractants. Les mineurs, les fous, ceux qui sont sous tutelle, c'est-à-dire ceux qui sont encore propriété du père et ceux qui n'ont pas la propriété de leur subjectivité, c'est-à-dire en réalité la possession de biens propres selon l'expression du Code civil, ne peuvent pas contracter. Pour contracter, la propriété de biens matériels, fonciers et monétaires mis en jeu dans le contrat, éventuellement la propriété de choses vivantes, animaux, esclaves, femmes, enfants, semble superficiellement déterminante, mais ce qui est déterminant est la propriété de soi-même, qui s'exprime, à défaut de tout bien propre, dans la possibilité de vendre sa propre force de travail. Telle est la condition minimale de n'importe quel contrat. Or, le fait pour l'individu d'être la propriété matérielle d'autrui l'exclut de l'univers du contrat. On ne peut pas être à la fois propriétaire de soi-même et être la propriété matérielle d'autrui. La nature des rapports sociaux tels que le sexage ou l'esclavage est d'une certaine façon invisible, car ceux qui y sont engagés comme dominés n'ont pas un degré de réalité très différent de celui d'un animal ou d'un objet, aussi précieux soient ces animaux ou ces objets. La vente ou l'échange de biens, et spécialement de l'émanation corporelle propre qu'est la force de travail, constitue la vérification de la propriété de soi-même. Je ne peux vendre que ce qui m'appartient. Dans l'acte qui codifie la relation de mariage, il n'y a pas non plus d'énonciation juridique de la propriété de soi-même, comme dans le contrat de vente de la force de travail, où la signification cachée est la propriété de soi-même. Dans le contrat de mariage, la signification cachée est le non-propriété de soi-même exprimée dans une relation déterminée. Les femmes n'y cèdent pas de force de travail. En effet, on l'a remarqué, n'interviennent ni mesure de temps, ni entente sur la rémunération. Seule la garantie d'être maintenue en état de marche selon les moyens du propriétaire, en vie, bien entretenue, comme une machine est bien entretenue ou non, est donnée en contrepartie de la cession. Cession de quoi, au fait ? Que peut être une cession qui attribue tout le temps et tout l'espace corporel au preneur ? Le fait qu'il n'y ait pas de terme au travail, pas de mesure de temps, pas de notion de viol, ceci est de première importance, montre que cette cession est faite en bloc et sans limite, et que, par conséquent, ce qui est cédé n'est pas la force de travail, mais bien l'unité matérielle que forme l'individu lui-même. Si on compare la relation de sexage avec la vente de la force de travail sur le marché classique, on se trouve confronté à la notion d'échange. Or, il n'y a pas d'échange dans la relation de sexage, puisqu'en effet, rien ne vient comptabiliser quelque chose que ce soit qui pourrait être la matière de l'échange. Si rien n'évalue ou ne comptabilise, si tout est dû et si tout est propriété, le temps, la force, les enfants, tout, sans limite, la relation de sexage n'est pas une relation de marché. Comment pourrait-on énoncer les termes d'un marché, ouvrir une négociation ? Négocier quoi ici exactement ? Peut-on négocier ce qui est déjà approprié, ce qui appartient déjà ? Car on ne peut échanger que ce qu'on possède. Or, nous ne possédons ni notre force de travail, ni notre force de reproduction. Support de force de travail comme n'importe quel autre groupe dominé, contrairement aux autres groupes dominés de la société industrielle contemporaine, nous ne sommes pas à même de négocier ou de vendre cette force de travail précisément en fonction du fait qu'elle est dérivée du corps physique et que déjà ce corps est approprié.
Ce n'est pas une fantaisie incompréhensible que, durant le XIXe siècle, le salaire du travail des enfants et des femmes était touché par le mari père et lui appartenait. Ce n'est qu'en 1907 que les femmes ont eu le droit de toucher leur propre salaire, mais sans pour autant avoir un droit personnel à travailler. Le mari avait la décision en ce domaine et gardait donc la propriété de la force de travail. Ce fait juridique est d'autant plus intéressant que, dans la quotidienneté, les femmes touchaient elles-mêmes leur salaire puisque le mari était la plupart du temps surtout remarquable par son absence. La stabilité des mariages était faible, dans la classe où les femmes travaillaient comme salariées. Seulement, ce salaire qu'elles touchaient, il ne leur appartenait pas légalement. Il était aux possesseurs de l'outil de travail femme. Grand B, le sexage. La réduction à l'état de choses, plus ou moins admise ou connue pour les rapports d'esclavage et de servage, subsiste aujourd'hui dans les métropoles industrielles, sous nos yeux, dissimulée, exposée sous le mariage, rapport social institutionnalisé s'il en fut. Mais l'idée qu'une classe soit utilisée, au sens propre manipulée comme un outil, c'est-à-dire traitée comme une vache ou une moissonneuse, et, dans le très progressiste esprit de nos contemporains, supposée relever de belles lurettes ou de despotismes orientaux autant que primitifs, ou au plus être l'expression d'un cynisme provocateur. Ce que nous avons sous les yeux, nous ne le voyons pas même lorsqu'on appartient à la classe asservie. Cependant, le mariage n'est que la surface institutionnelle, contractuelle, d'un rapport généralisé. L'appropriation d'une classe de sexe par l'autre. Rapport qui concerne l'ensemble des deux classes et non une partie de chacune d'entre elles, comme pourrait le laisser croire la considération du seul contrat matrimonial. Il n'est que l'expression individualisée, en ce qu'il établit un rapport quotidien et spécifique entre deux individus particuliers, d'un rapport de classe général, où l'ensemble de l'une est à la disposition de l'autre. Et si, de fait, l'individualisation de ce rapport intervient pratiquement toujours, 90% environ des femmes et des hommes sont, à un moment ou l'autre de leur vie, mariés. Le mariage n'est cependant que l'expression restrictive d'un rapport. Il n'est pas en lui-même ce rapport. Il légalise et entérine une relation qui existe avant lui et en dehors de lui. L'appropriation matérielle de la classe des femmes par la classe des hommes, le sexage. Mais le mariage contredit aussi cette relation. S'il exprime et limite le sexage, en restreignant l'usage collectif d'une femme et en faisant passer cet usage à un seul individu, il prive du même coup les autres individus de sa classe de l'usage de cette femme déterminée qui, sans cet acte, resterait dans le domaine commun. Idéalement du moins, car pratiquement, l'usufruit du droit commun appartient soit à Dieu, les religieuses, au père, les filles, on est en effet fille tant qu'on n'est pas femme, épouse selon le code civil, au mac, les femmes officiellement communes entre guillemets. Cette contradiction au sein de l'appropriation sociale elle-même joue entre appropriation collective et appropriation privée. Une seconde contradiction intervient entre l'appropriation des femmes, qu'elles soient collectives ou privées, et leur réappropriation par elles-mêmes, leur existence objective de sujet social, c'est-à-dire la possibilité de vendre de leur propre chef leur force de travail sur le marché classique. Cette contradiction est révélée par le mariage également. En France, ce n'est qu'en 1965, article 223 du Code civil, qu'une épouse a pu travailler selon sa propre décision. En d'autres termes, qu'elle a pu se passer de l'autorisation maritale. Or, la suppression de cette autorisation du mari ne s'est nullement accompagnée d'une modification de l'article 214 qui codifie les rapports entre les époux et entérine le type d'appropriation propre au mariage. En effet,
En énonçant leurs contributions respectives aux charges du mariage, cet article marque que celle de l'épouse est différente en essence de celle du mari. Ce dernier est supposé apporter le numéraire, c'est-à-dire, dans les cas le plus fréquents, vendre sa force de travail, alors que la contribution de l'épouse est fondée soit sur ses dots et héritages, argent préexistant, soit, et c'est cela qui est capital, sur son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. C'est dire que l'épouse n'est pas supposée vendre sa force de travail pour alimenter les besoins de la communauté, ni même fournir une quantité déterminée de cette force de travail à la communauté, mais bien payer de sa propre personne, comme le dit si justement la sagesse populaire, et donner directement au mari son individualité, sans médiation, ni monétaire, ni quantitative. Cette relation particulière entre époux se profile derrière tous les discours qui, de la droite à la gauche la plus rouge, considèrent comme un fait théologique l'existence d'un « travail de la femme », entre guillemets, celui de l'entretien physique du mari, de ses dépendants et de la maison. Relation qu'il ferait mieux d'appeler, s'ils étaient honnêtes, l'appropriation de la femme. Ces discours sont généralement assortis de considérations sentimentales ou non sur l'épuisante mais intangible double journée entre guillemets. L'appropriation sociale, le fait pour les individus d'une classe d'être des propriétés matérielles, est une forme spécifique de rapports sociaux. Elle n'est manifeste aujourd'hui et ici qu'entre les classes de sexe et se heurte à l'incrédulité de béton que rencontrent généralement les faits trop évidents, entre guillemets, pour ne pas être invisibles, comme l'était le travail ménager avant le féminisme. Ce type de rapport social ne trouve créance que pour autrefois, entre guillemets, l'esclavage ou le servage, ailleurs, entre guillemets, les dits primitifs divers. C'est, grand C, de l'invisibilité de l'appropriation. L'appropriation des femmes, le fait que c'est leur matérialité en bloc qui est acquise, est si profondément admis qu'il n'est pas vu. Du point de vue idéologique, c'est-à-dire du point de vue des conséquences mentales ou de la face mentale d'un fait matériel, l'attachement des serfs à la terre et l'attachement des femmes aux hommes sont en partie comparables. La dépendance des serfs à la terre apparaissait aussi alors inévitable, aussi naturelle, devait être aussi peu mise en question que l'actuelle dépendance des femmes aux hommes. Et le mouvement populaire qui, au moment de la naissance des communes, détacha certains individus de la chaîne terrienne féodale, ou qui usa de ceux qui étaient tombés déjà de cette chaîne en s'enfuyant, est peut-être comparable à celui qui fait échapper aujourd'hui un nombre faible mais croissant de femmes aux institutions patriarcales et sexistes, au mariage, au père, à la religion, qui sont les obligations de classe de sexe. À cette différence près que les serfs étaient les meubles de la terre et que c'était elles, et non directement eux, qui étaient appropriés par les teneurs féodaux, alors que les femmes sont directement, comme l'était la terre elle-même, appropriées par les hommes. Les esclaves de plantation des XVIIIe et XIXe siècles ont, comme les femmes, été l'objet d'une appropriation directe. Ils étaient indépendants de la terre et relevaient du maître. Nul dans ces cas ne s'interroge sur le naturel de la chose. Dans l'appartenance du cerf à la terre, le degré de réalité ressenti devait être celui de l'évidence du froid, du chaud, du jour, de la nuit, un fait en quelque sorte. L'appartenance des esclaves à leur maître, l'appartenance des femmes au groupe des hommes et à un homme en tant qu'outil est de même sorte. Leur statut d'outil d'entretien est si enraciné dans la quotidienneté, dans les faits, donc dans la tête, qu'il n'y a pas d'étonnement, encore moins d'interrogation, et pas du tout de malaise, devant le fait que les femmes entretiennent matériellement la marche de leur possesseur et des autres propriétés et dépendances de ce possesseur,
ainsi d'ailleurs que de tous les hors-jeux divers, malades, vieillards, infirmes, orphelins, soit dans le cadre de l'appropriation privée, mariage, soit dans le cadre de l'appropriation collective, famille, vie religieuse, prostitution, etc. Grand 3. Les moyens de l'appropriation. Quels sont les moyens de l'appropriation de la classe des femmes ? Petit a, le marché du travail. Petit b, le confinement dans l'espace. Petit c, la démonstration de force. Petit d, la contrainte sexuelle. Et petit e, l'arsenal juridique et le droit coutumier. Alors, a, le marché du travail. Il ne permet pas aux femmes de vendre leur force de travail contre le minimum nécessaire à l'existence, la leur propre et celle des enfants qu'inévitablement elles auront. Elles sont donc contraintes par ce marché qui ne leur octroie en moyenne que les 2/3 du salaire masculin. Jusqu'au début du XXe siècle, le salaire des femmes n'était que de la moitié de celui des hommes. Ce marché leur impose surtout un taux de chômage considérablement plus élevé que celui des hommes. Pour le début de l'année 1977, le ministère du Travail publie que 82% des demandeurs d'emploi de moins de 25 ans sont des femmes. Ces chiffres, de plus, ne concernent que les femmes qui sont présentes sur ce marché. Or, 52% au moins ne figurent même pas sur les statistiques du travail. Les femmes sont ainsi mises en demeure de trouver un emploi d'épouse, de femme, c'est-à-dire de se vendre et non de vendre leur seule force de travail pour pouvoir vivre et faire vivre leurs enfants. B. Le confinement dans l'espace. Le domicile est encore aujourd'hui fixé par le mari. Le « commun accord » entre guillemets ne signifie que l'acceptation de la femme, puisqu'en cas de désaccord, c'est le mari qui décide, à moins que l'épouse n'engage une procédure en justice. Le principe général est ainsi fixé. La femme ne doit pas être ailleurs que chez son mari. On avait trouvé, pour les biens qui bougent mais ne parlent pas, cochons, vaches, etc., la clôture en pieux, en métal, en filet ou électrique. Voir le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne. Pour ce qui bouge et parle, pense, est conscient, que sais-je encore, on a tenté quelque chose de comparable. Les biens femelles relèvent du gynécée, du harem, de la maison dans les deux sens, mais agrémentés en plus, en fonction de leur caractère propre de bien parlant, de l'intériorisation, modèle de grille intérieure difficilement surpassable en matière d'efficacité. L'intériorisation de la clôture s'obtient par dressage positif et également par dressage négatif. Dans le premier cas, ouvrez les guillemets, « Ta place est ici, tu es la reine du foyer, la magicienne du lit, la mère irremplaçable, tes enfants deviendront autistiques, caractériels, idiots délinquants, homosexuels, frustrés, si tu ne restes pas à la maison, si tu n'es pas là quand ils rentrent, si tu ne leur donnes pas le sein jusqu'à 3 mois, 6 mois, 3 ans, etc. etc. » Fermez les guillemets. Bref, il n'y a que toi pour faire tout ça, tu es irremplaçable, surtout par un mâle. Dans le second cas, ouvrez les guillemets, si tu sors, mes congénères te traqueront jusqu'à ce que tu renonces, te menaceront, te rendront de 1000 manières la vie impossible, épuisante. Tu as la permission, c'est un ordre, d'aller à l'épicerie, à l'école, au marché, à la mairie et dans la rue principale où il y a les magasins. Et tu peux y aller entre 7h du matin et 7h du soir. C'est tout. Si tu fais autre chose, tu seras puni d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, moi, je te l'interdis pour ta sécurité et ma tranquillité. Fermez les guillemets. C'est même passé dans les lois du travail. Ouvrez les guillemets. Si ton sexe est femelle, tu n'auras le droit de travailler la nuit que là justement où tu es irremplaçable. Décidément, on ne nous remplace pas, en effet. Les hôpitaux, par exemple. Fermez les guillemets. L'inventaire des lieux et temps de clôture, des espaces interdits, des dressages affectifs par gratification et menace, leur inventaire amer commence à se faire aujourd'hui. C'est la démonstration de force, les coups. La violence physique exercée contre les femmes, qui était en un sens invisible elle aussi,
en ce qu'elle était considérée comme une bavure individuelle, entre guillemets, psychologique ou circonstancielle, comme les bavures, entre guillemets, de la police, est de plus en plus révélée pour ce qu'elle est. Elle est d'abord, quantitativement, non exceptionnelle et surtout socialement significative d'un rapport. Elle est une sanction socialisée du droit que s'arrogent les hommes sur les femmes, tel homme sur telle femme, et également sur toutes les autres femmes qui ne marchent pas droit, entre guillemets. Ceci est lié au confinement dans l'espace et à la contrainte sexuelle. D. La contrainte sexuelle. Nous sommes maintenant largement d'accord sur le fait que la contrainte sexuelle sous forme de viol, de provocation, de drague, d'épuisement, etc. est d'abord l'un des moyens de coercition employés par la classe des hommes pour soumettre et apeurer la classe des femmes, en même temps que l'expression de leur droit de propriété sur cette même classe. Toute femme non appropriée officiellement, par contrat réservant son usage à un seul homme, c'est-à-dire toute femme non mariée ou agissant seule, circulant, consommant, etc., est l'objet d'un concours qui dévoile la nature collective de l'appropriation des femmes. Les bagarres pour une femme, c'est cela. Et j'ai toujours été bouleversée de fureur en voyant que la plupart d'entre nous acceptaient cette monstruosité et n'apercevaient même pas qu'elles étaient traitées comme une place au rugby ou un camembert, et qu'en fait, elles acceptaient la valeur qui leur était immanente, celle d'un objet dont on dispose. Pour placer au mieux leurs droits communs de propriété, les hommes mettent en jeu entre eux les préséances de classe, de prestige, aussi bien que la force physique. Ceci ne prend pas forcément une forme apocalyptique avec bleu et bosse, mais le concours entre les individus de la classe de sexe dominante pour prendre ou récupérer ou profiter de toute femme disponible, c'est-à-dire automatiquement toute femme dont l'individualité matérielle n'est pas officiellement ou officieusement clôturée, exprime que l'ensemble des hommes dispose de chacune des femmes, puisqu'entre eux, c'est affaire de négociation ou de lutte que de décider qui emportera le morceau selon la plus exacte des expressions. Les injures, plus ou moins violentes, et les menaces traditionnellement lancées à toutes les femmes qui n'acceptent pas les termes de cette relation, de ce jeu, sont destinées à proclamer publiquement que les mâles, les hommes, gardent l'initiative, qu'ils n'acceptent pas qu'une femme énonce quoi que ce soit de son propre chef, décide, bref, qu'ils n'admettent pas que les femmes prennent une place de sujet. L'agression dite sexuelle est aussi peu sexuelle que possible. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la symbolique littéraire de la sexualité masculine est policière, aveux, supplices, geôlier, etc., sadique, militaire, place forte, à la hussarde, faire le siège, vaincre, etc., et que réciproquement, les rapports de force ont un vocabulaire sexuel, baiser la gueule, enfiler, etc. Il est difficile de distinguer entre la contrainte par force physique pure et la contrainte sexuelle, et elle ne semble pas en effet se distinguer très clairement dans l'esprit et la pratique de leurs auteurs. Si le législateur les distingue, lui, c'est uniquement en fonction de la propriété des enfants qui peuvent toujours survenir. C'est pourquoi, au sens légal, il n'y a viol que par coït pénien vaginal et seulement hors du mariage. Une violence sexuelle envers une femme n'est considérée comme viol que si elle est susceptible de produire des enfants à un homme non consentant. Je dis bien un homme non consentant. Et il n'y a viol que si le propriétaire de la femme, mari ou père, donc des enfants de la femme, risque de se retrouver avec des enfants manifestement non propres, comme dirait le Code civil. L'arsenal juridique et le droit coutumier. L'arsenal juridique fixe les modalités de l'appropriation privée des femmes, sinon l'appropriation collective elle-même, appropriation non dite et non contractualisée comme on l'a vu. En un sens, il en fixe les limites dans la mesure où il n'intervient que dans le mariage, forme restrictive de l'appropriation collective des femmes. Mais si l'appropriation des femmes est manifeste
à travers les diverses dispositions de la forme mariage, force de travail, filiation, droit sur les enfants, domicile, etc., leur inexistence de sujet dépasse largement le cadre des articles relatifs à celui-ci. Si ce qui a trait à la possession des biens et à leur disposition, aux enfants, aux décisions de toutes sortes, est explicitement masculin, ce qui n'est pas précisé comme tel l'est effectivement dans les faits, une notion plus générale telle que la citoyenneté est également sexuée. Ce qui a trait au nom, 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 dans le Code est particulièrement significatif à cet égard et exprime la non-propriété de soi-même pour les femmes. La loi française du 6 Fructidor an 2, une des toutes premières lois du Code, qui interdit à tout citoyen, sous peine de sanction, d'adopter un autre nom que celui qui figure sur son acte de naissance, n'est visiblement pas appliquée aux femmes, puisque dans le mariage, le droit coutumier leur impose le nom de leur époux. Elles sont donc dites exactement pour ce qu'elles sont, appropriées par leur époux et inexistantes en tant que sujet de la loi. Je ne pense pas que le fait de prendre un autre nom que celui de sa naissance, ce qui est donc non conforme à la loi, du moins pour un citoyen, un sujet, ait jamais entraîné de poursuite contre aucune femme quand il s'agit du nom de mariage. Mieux, la loi elle-même entérine le droit coutumier puisqu'elle précise qu'au moment du divorce, cessation d'appropriation, chacun des époux est tenu de reprendre son nom. Ce qui ressort de l'ensemble du Code, qui est particulièrement marqué dans cet exemple, c'est que les femmes ne sont pas sujets juridiques fondamentalement, elles ne sont pas sujets de la loi. Que sont-elles alors, quand on sait que le Code civil n'est que la codification de la propriété, et principalement de ce qui découle de la propriété des biens, la propriété de soi-même? L'absence des femmes, ou plus exactement la seule présence des hommes en tant que tels, traduit ce simple fait que les femmes n'ont pas, en tant que telles, la propriété d'elles-mêmes. Ceci étant par ailleurs confirmé par le contrat particulier de mariage, où la disponibilité des femmes est garantie entière, physiquement et temporellement, en contrepartie d'un simple maintien en l'état de l'objet transactionnel, c'est-à-dire elle-même. Conclusion. Quels sont les effets de cette appropriation ? Socialement, la production d'un discours de la nature sur le dos des femmes, ce sera l'objet de la suite de cet article. Individuellement ou psychologiquement, un fantasme tragique, celui de l'autonomie et de l'individualité. Un imaginaire fou nous fait surmonter le fait de notre appropriation par une panoplie de fantasmes qui soutiennent le rêve de notre indépendance. Fantasme de dominer moralement la situation, fantasme d'y échapper personnellement, fantasme, les femmes c'est les autres, les bonnes femmes, les nanas, etc. Peut-être grand fantasme d'être un homme entre guillemets, c'est-à-dire un individu autonome, une sorte d'être humain si l'on veut. Non, je ne dis pas libre, les êtres humains, hommes ou femmes, ne sont pas si naïfs, mais fantasme de n'être pas soi, matériellement, individuellement, approprié, eu. Contrainte, certes, exploitée, sans le moindre doute, pas libre, c'est évident, mais pas objet matériel approprié, pas chose, ça certainement pas. Voilà le grand fantasme que nous déployons dans notre cinéma inconscient. Pourtant, dans les rapports de classe de sexe, c'est exactement ce que nous sommes, des vaches, des chaises, des objets. Non pas métaphoriquement, comme nous essayons de le suggérer et de le croire lorsque nous parlons d'échange des femmes ou de réappropriation de notre corps, mais banalement. Et pour nous aider à cultiver ce fantasme et à nous faire avaler sans réagir cette relation, pour la faire passer en douceur et tenter de nous empêcher d'y voir clair, tous les moyens sont bons, même les histoires. Depuis la passion jusqu'à la tendresse, depuis le silence prudent jusqu'au mensonge caractérisé, et de toute façon, des fleurs, des décorations, toujours disponibles pour couronner le front du bétail les jours de fête ou de foire. Et si cela ne suffit pas, et cela ne suffit pas, en effet, de la violence physique à la loi, il y a encore moyen de tenter de nous empêcher de nous en mêler. En résumé,
Grand 1, l'appropriation matérielle du corps des femmes, de leur individualité physique, a une expression légalisée, la relation contractuelle de mariage. Cette appropriation est concrète et matérielle. Il ne s'agit pas de quelques figures métaphoriques ou symboliques, il ne s'agit pas non plus d'une appropriation qui ne concernerait que les sociétés anciennes ou exotiques. Elle se manifeste par l'objet du contrat. Premièrement, le caractère non payé du travail de l'épouse. Deuxièmement, la reproduction, les enfants sont au mari, leur nombre n'est pas fixé. Elle se manifeste par la prise de possession physique matérielle, l'usage physique que sanctionne, en cas de différend, la contrainte, les coûts. L'usage physique sans limite, l'utilisation du corps, le non-paiement du travail, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait aucune mesure de l'usage de la force de travail qui émane du corps, exprime que le corps matériel individuel d'une femme appartient au mari qui, à l'exception du meurtre, a droit contractuellement d'en faire un usage sans limite. Le viol n'existe pas dans le mariage, les violences doivent être graves et renouvelées pour donner droit de fuite. Il y a quelques dizaines d'années, l'appropriation se manifestait également par la possibilité qu'avait le mari de vendre, contre salaire, la force de travail de l'épouse, puisqu'en effet le salaire de cette dernière lui appartenait, revenait de droit au propriétaire de l'épouse. Grand 2. Cette propriété est exprimée également par la nature de certaines des tâches effectuées. On sait que certaines tâches sont empiriquement associées au rapport d'appropriation corporelle, au fait que les dominés sont des propriétés matérielles. Ceci est historiquement constatable pour les castes parias en Inde, pour l'esclavage de maison aux États-Unis au XVIIIe et XIXe siècle. Ces tâches d'entretien matériel des corps, celui des dominants, de chacun des propriétaires dans l'esclavage et le mariage, mais en même temps et également celui des autres propriétés de ces mêmes propriétaires, comportent nourriture, soins, nettoyage, élevage, entretien sexuel, soutien affectivo-physique, etc. Lorsque la vente contre monnaie de la force de travail désappropriée est possible, cette force de travail pour un temps encore indéterminé et contre salaire désormais reste pratiquement la seule affectée à ces tâches précises. Les appropriés effectuent certes toutes les tâches possibles, mais ils sont les seuls à effectuer les tâches d'entretien matériel physique. Plus de 80% des personnels de service est composé de femmes en France. Ces mêmes sont, aux États-Unis, des Afro-Américains, femmes et hommes. En Inde, des parias, hommes et femmes. Ici, aujourd'hui, la quasi-totalité des femmes de ménage sont des femmes. La presque totalité des infirmiers sont des femmes. De même pour les assistantes sociales, de même pour les prostituées. Les 3/4 des instituteurs sont des femmes, etc. Si la force de travail devient contractualisable, vendable, cela ne signifie pas, ipso facto, que l'appropriation physique, la cession de l'individualité corporelle ne persiste pas ailleurs, dans une autre relation. Grand 3, les contradictions. Premièrement, la classe des hommes dans son ensemble approprie la classe des femmes dans sa totalité et l'individualité de chacune et, d'autre part, chacune des femmes est l'objet de l'appropriation privée par un individu de la classe des hommes. La forme de cette appropriation privée est le mariage, lequel introduit un certain type de contractualité dans les rapports de sexe. L'appropriation sociale des femmes comporte donc à la fois une appropriation collective et une appropriation privée, et il y a contradiction entre les deux. Deuxièmement, une seconde contradiction existe entre appropriation physique et vente de la force de travail. La classe des femmes est à la fois matériellement appropriée dans son individualité concrète, l'individualité concrète de chacune de ces individus, donc non libre de disposer de sa force de travail. Et en même temps, elle est vendeuse de cette force de travail sur le marché salarial. Les étapes de sa présence sur le marché du travail comme vendeur de force de travail, sur le marché du travail, elle y est depuis longtemps, mais c'est en tant qu'appropriée et non en tant que vendeur. Elle était louée par son propriétaire à un patron. Ces étapes sont marquées en France par deux tournants juridiques. Le premier, le droit à un salaire propre,
propriété de son salaire pour une femme, 1907. Le second, le droit de travailler sans autorisation maritale, 1965. Cette seconde contradiction porte donc la simultanéité de la relation de sexage, appropriation matérielle concrète de son individualité corporelle, et de la relation de travail classique, où elle est simple vendeur de force de travail. Ces deux contradictions commandent toute analyse des rapports de classe de sexe, ou si l'on préfère, des rapports de sexage. L'appropriation collective des femmes, la plus invisible aujourd'hui, se manifeste par et à travers l'appropriation privée, le mariage, qui la contredit. L'appropriation sociale, collective et privée, se manifeste à travers la libre vente récente de la force de travail, qui la contredit. 4. L'appropriation physique est une relation de propriétaire à objet, à ne pas confondre avec de sujet à sujet. Pas symbolique, concrète, comme dans les droits matériels de l'un sur l'autre le rappellent. Les appropriés étant, dans ce rapport, des choses, la face idéologico-discursive de cette appropriation sera un discours exprimant que les dominés appropriés sont des objets naturels. Ce discours de la nature précisera qu'ils sont mus par des lois mécaniques naturelles ou éventuellement mystico-naturelles, mais en aucun cas par des lois sociales, historiques, dialectiques, intellectuelles et encore moins politiques. À suivre.